financier, l'opérationnalisation du FONAFI devient désormais réalité. Il devrait être plus d'1 million à en bénéficier, dont 60% de femmes. Renforcer les capacités des systèmes financiers décentralisés est aussi l'un de ses objectifs. Le lancement présidé par le chef de l'État en ouverture d'édition. La semaine de l'Internet se referme avec un programme bien rempli et les meilleurs récompensés. L'intelligence artificielle magnifiée via le virtuel. La preuve pas de robots axes centraux dans la lutte contre le Covid-19. La démonstration se fait depuis Kigali au Rwanda et nous la suivons dans une poignée de minutes. Phénomène en passe d'être une habitude et pas la bonne, la divagation des animaux, les corollaires, les ruses insalubres des dommages matériels et des accidents de la circulation, à qui imputer la responsabilité, quelles solutions envisager. Notre caméra fait ce soir le constat dans quelques artères de la ville. Il tient désormais les rênes de la FDF, le nouveau président de la Fédération de football prend fonction, porté par une équipe d'une vingtaine de membres. Lazare Bansé promet faire de l'union son leitmotiv. Il dispose de 4 années pour impacter positivement la discipline. Et ce sont là les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Traditionnellement exclues des circuits ordinaires des services financiers, les populations à faible revenu devraient trouver solution avec le FONAFI. Le Fonds national de la finance inclusive est lancé ce jour par le chef de l'État. Une étape qui marque aussi celle de son opérationnalisation. Plus d'1 million de personnes devraient en être bénéficiaires d'ici 2021 pour une majorité de femmes. Le lancement avec Pascal Canet. Ce sont les premiers actes officiels de la mise en œuvre du Fonds national de la finance inclusive FONAFI. Le président du FASO remet aux institutions financières partenaires et décentralisées des chèques allant de 100 millions à 1 milliard de francs CFA. Des ressources financières qui doivent permettre à ces services financiers de financer les activités du public cible du FONAFI. Le secteur informel et toute cette catégorie de personnes généralement exclues des services financiers, mais qui sont très importantes pour l'économie burkinabé. Nous tenons vraiment à dire merci à toutes nos autorités qui, dès le début, ont eu l'initiative de créer ce fonds pour vraiment appuyer le secteur économique, surtout de la part de ceux qui ont des revenus très faibles, pour ne pas dire qu'ils n'en disposent pas, afin que vraiment le pays puisse aller de l'avant. Aux conditions de taux bonifiés. C'est ça surtout l'objectif du FONAFI, c'est de réduire les taux de sortie. Nous avions dans le cadre du projet PPFIB réduit le taux de sortie autour de 8 à 10%. Or, habituellement, à travers beaucoup d'institutions financières, le taux de sortie varie entre 14, 18, voire 24%. C'est assez exorbitant. Et c'est l'objectif que le gouvernement nous assigne au niveau du FONAFI, d'accompagner au-delà même de ces taux. Beaucoup n'ont même pas de garantie. Il faut travailler à les regrouper. Il y a des femmes qui se sont regroupées en groupement, en association. À travers une caution solidaire, le FONAFI peut les accompagner. Le FONAFI ainsi lancé est le bras financier du projet de promotion de la finance inclusive pour l'accès des populations à faible revenu aux services financiers au Burkina Faso. Selon les estimations, 39% des Burkinabés sont exclus de tout système financier. Inacceptable pour le président du Faso qui instruit les responsables du fonds d'aller à leur rencontre et leur faciliter l'accès au financement. Il ne faut pas laisser une partie des Burkinabés en dehors des services financiers. C'est pourquoi la FONAFI doit mutualiser l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre dans le cadre d'aider les petites entreprises pour permettre à l'ensemble de ces structures-là de grandir, de se consolider et de renforcer le développement du Burkina Faso. C'est ça la mission première de la FONAFI au Burkina Faso. Nous avons remercié l'ensemble des partenaires techniques qui ont contribué à la mise en œuvre de cette structure, mais également la BOAD. Et en vous disant aussi que beaucoup de partenaires sont intéressés à mettre des moyens dans le financement
financement de ces structures. Et c'est pour cela qu'il était important pour nous de lancer aujourd'hui afin de permettre que l'ensemble des conventions soient signées et pouvoir avancer de façon hardie dans le financement de l'économie de cette réforme. Dans les jours à venir, les responsables du FONAFI vont déployer leurs hommes sur le terrain à la rencontre de potentiels bénéficiaires. L'idée est de les sensibiliser et de les former à une bonne utilisation des crédits alloués par le fonds. Trouver des réponses aux difficultés financières, oui, mais aussi à celles sanitaires. Et le gouvernement qui s'y attelle avec notamment la pandémie du coronavirus. Le plan de riposte est passé en revue pour amélioration par des propositions nouvelles. C'est la substance du séminaire gouvernemental qui s'est tenu ce matin. Il est aussi question de la réouverture probable des frontières terrestres. Détail de la rencontre avec Césaire Carrefour et Oumar Azombri. Désormais, il faudra apprendre à vivre avec le coronavirus, foi du Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré au sortir de ce séminaire gouvernemental sur le Covid-19. Cette rencontre a été mise à profit pour revisiter le plan de réponse du président du Faso contre la pandémie à coronavirus et proposer des recommandations en vue de mieux le calibrer pour plus d'efficacité. Il faut que l'on renforce davantage la synergie d'action entre les différents secteurs d'activité au niveau national. Il y a la santé, mais il y a aussi l'économie, il y a le commerce, il y a un certain nombre de départements qui sont concernés par la question de la pandémie et il faut que nous développions une certaine synergie au niveau national, au niveau du gouvernement pour arriver à des résultats beaucoup plus probants. Au cours de ce séminaire, une réflexion a été portée sur l'ouverture prochaine des frontières terrestres. Le chef du gouvernement l'assure, les frontières ouvriront, mais en accord avec les pays de la sous-région. Nous sommes en concertation avec les autres pays membres de l'UEMOA pour voir comment nous allons ouvrir de façon concertée ces frontières-là en nous assurant que l'ouverture des frontières ne va pas créer une explosion de la pandémie au niveau de notre pays. Christophe Marie-Joseph Dabiré rassure également les Burkinabés quant à l'effectivité de la rentrée scolaire. Il se dit satisfait de la gestion de la crise sanitaire par son gouvernement malgré quelques problèmes rencontrés au début de la crise. Des problèmes vite surmontés, dit-il, au fur et à mesure que le gouvernement déployait son plan de réponse. Et venir à bout du Covid-19 implique la prise en compte de la technologie. Fort de cette conviction, le Rwanda intègre désormais la robotique. Les machines utilisées ont entre autres pour rôle la prise de température ou encore la transmission des messages. Une démonstration sur le sujet a eu lieu via le virtuel à la faveur de la semaine du numérique. C'était ce 9 septembre et à l'occasion, le savoir-faire burkinabé a aussi été valorisé. Nous en apprenons davantage avec Amin Bakouda et Oumar Azombri. Des robots qui assistent les personnels de santé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, ça se passe au Rwanda. À l'aéroport de Kigali, comme dans les hôpitaux, ils effectuent des prises de température, vérifient des ports de masques, transmettent des messages et bien d'autres. C'est cette expérience rwandaise qui est démontrée ici au Burkinabé à plus de 5300 km de distance par visioconférence. Statistiquement, ces robots sont très fiables et à hauteur de 99%. Et donc, en matière d'autonomie, c'est des robots qui peuvent faire 8 heures d'autonomie et lorsque les batteries sont rechargées, ils ont la possibilité de repartir eux-mêmes sur s'auto-charger. L'expérience rwandaise séduit et pourrait être répliquée ici au Burkina Faso. Au niveau du Rwanda, ils ont fait le montage. Donc, c'est des solutions, soit on peut les acquérir directement déjà montées et il suffit seulement de les adapter avec les logiciels au contexte burkinabé. Au cours de cette session de partage de connaissances en robotique, une démonstration a aussi été effectuée par des jeunes burkinabés. Ils ont présenté un robot fabriqué par des élèves lors d'un concours international à Dubaï. Le FasoBot, ici à l'œuvre, sert à débarrasser les petits et les grands cours d'eau de leurs déchets.
La mission est donc accomplie et l'objectif atteint pour la semaine du numérique qui referme ses portes cet après-midi. La présente édition qui s'est tenue en ligne et en présentiel a permis l'expression des compétences dans le domaine du numérique. Les meilleurs innovateurs ont, comme à l'accoutumée, été récompensés au cours d'une cérémonie de clôture. Découvrons cela avec Amadou Ilboudo et Vincent Kembrubolo. La Semaine nationale du numérique se referme avec une célébration de la création et de l'innovation technologique nationale. Des lauréats qui ont participé au concours de détection de jeunes talents reçoivent leur prix dans différentes catégories, allant de la sécurité au génie rural, en passant par la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement et bien d'autres. Plusieurs autres prix sont discernés pour les meilleurs stands, les meilleurs sites web et génie logiciel, et en plus des prix d'honneur à certaines personnalités, dont le président de Faso représenté, en reconnaissance des différentes politiques publiques de développement du numérique. Il y a beaucoup de professeurs d'université qui ont été donc récompensés pour leur rôle actuel ou leur rôle de précurseur dans ce domaine-là. Ce qui veut dire que le numérique a une histoire dans ce pays. Il y a un enseignant dont on a parlé en disant que depuis plus de 33 ans il fait cela. Donc ça veut dire qu'on a un parcours et aujourd'hui ce parcours nous permet d'engranger des résultats probants. Et je regarde la jeune génération, c'est vraiment de très jeunes qui ont été distingués pour le génie qu'ils ont eu dans un certain nombre de secteurs. Nous sommes comblés parce que cette année nous avons pu internationaliser la semaine du numérique à travers donc les panels en ligne. Nos compatriotes et nos amis experts du monde du numérique ont pu participer et ont fortement contribué. Nous sommes comblés parce que cette année, nous avons travaillé sur un thème majeur qui est l'intelligence artificielle qui s'impose aujourd'hui à tous les secteurs d'activité. C'est une grande innovation et il était important que nous faisions l'état de l'art et que nous nous approprions cette technologie. Nous avons abouti à des pistes et ces pistes vont nous permettre donc d'élaborer une feuille de route afin d'élaborer plus tard une vraie stratégie. La 16e édition de la Semaine nationale du numérique est ponctuée de plusieurs activités, parmi lesquelles des panels en présentiel et en virtuel, des animations de stands ainsi que des compétitions qui visent à encourager les talents qui font prospérer le numérique au Burkina Faso. Dans le secteur de l'énergie, le projet Pazel voit le jour avec son lancement officiel. Il s'agit de travaux d'extension du réseau électrique qui devraient faciliter l'accès à l'énergie et ce à moindre coût pour les populations de 5 régions du pays. Détail dans ce compte-rendu de Nambakouda et Mariama Tamboura. Cette remise de documents donne l'autorisation aux entreprises chargées de la construction des liaisons interurbaines de commencer les travaux. Ces liaisons sont Padio-Bougou, Zignare-Kaya, Renat de Bougou. Des travaux de construction prévus dans le cadre du projet d'appui au secteur de l'électricité PAZEL. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et des possibilités d'accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un grand pas dans la production parce que nous augmentons l'offre de la Sonabel de près de 30 MW. Et au niveau donc du transport, nous sommes en train donc de consolider les lignes avec 3 différentes lignes. Ça vous dit que cela va encore plus stabiliser le réseau au niveau donc du Burkina Faso, permettre à des régions qui ne pourraient pas avoir accès à l'énergie. Parce qu'une chose est de produire, mais une autre chose est de transporter l'énergie jusqu'au consommateur. Transporter l'énergie jusqu'au consommateur, c'est aussi la vision du projet d'appui au secteur de l'électricité. Et pour cela, le PAZEL se veut sélectif dans le choix des entreprises en charge de l'exécution des travaux. Les collectivités concernées attendent beaucoup de ce projet et souhaitent que les techniciens chargés des chantiers jouent pleinement leur rôle. Même avec le téléphone, si vous n'avez pas l'énergie, vous ne pouvez pas avoir accès au téléphone, vous n'avez pas accès à Facebook, vous n'avez pas accès à un certain nombre de technologies. Donc, je crois que c'est en cela que nous manifestons notre satisfaction. D'un coût global de 86 milliards de francs CFA, le projet est financé par la Banque mondiale. La réception des travaux est attendue dans un délai de 12 mois.
Dans l'actualité également, nous faisons ce soir le bilan des activités menées au département de la culture. Le ministre Sango s'étant soumis à ce devoir de redevabilité, l'on retient pour l'année en cours l'inscription de plus de 2000 biens dans le registre d'inventaire des musées, soit 70% des prévisions, l'élaboration d'une carte touristique et la réhabilitation de certains sites. Il convient toutefois de noter que le département a subi de plein fouet les conséquences du Covid-19, près de 60 millions ayant d'ailleurs été débloqués pour soutenir les acteurs engagés dans la sensibilisation. Détail de la conférence de presse animée avec Amadou Ilboudo et Amandine Lalsaga. Le ministre en charge de la culture se prête ici à un exercice de redevabilité. Entouré de ses plus proches collaborateurs, Abdul Karim Sango fait le point des activités menées courant 2020. Des activités impactées par la pandémie. Pour accompagner les initiatives des acteurs culturels dans le cadre de la campagne de sensibilisation, le ministère a en tout débloqué près de 60 millions. Dans le cadre de la promotion culturelle, le principal investissement structurant concerne la poursuite de la construction d'ateliers pour le transfert du Centre national d'artisanat d'art au Musée national. Au niveau de la promotion du tourisme intégré, un projet de loi d'orientation est adopté pour permettre l'institution d'un cadre juridique plus favorable à l'économie du tourisme. 2020 voit également l'élaboration de la cartographie des sites touristiques et la réhabilitation du site de Lango. À ce niveau, tout ou presque a été réhabilité. Le bâtiment administratif, les logements des artistes, le restaurant-bar, les toilettes externes, les 9 appartements, la cafétéria, les lampadaires et les guichets, pour un coût total de 28 millions. Parlant du Fonds de développement culturel et touristique, Abdul Karim Sango dit avoir lancé le 4e appel à projet pour la subvention du 16 décembre 2019 au 20 janvier 2020. Nous avons mené une action en faveur de l'enseignement en renforçant les capacités d'accueil de l'Institut national de formation artistique et culturelle à travers la construction des bâtiments pédagogiques R+1 de 80 salles, de 2 bureaux, de 6 latrines, je crois, dont le montant doit tourner autour de 300 millions. Dans le cadre de la protection et la valorisation du patrimoine culturel, nous avons pu procéder à l'inscription de 22 446 biens dans le registre d'inventaire des musées sur une prévision cumulée de 32 000 biens, soit un taux de réalisation physique de 70%. Déjà, le ministre en charge de la culture et ses collaborateurs s'activent pour la tenue à bonne date du FESPACO prévu du 27 février au 6 mars 2021. Selon Abdul Karim Sango, l'appel à consultation pour la réalisation et la conception du visuel est déjà réalisé. Pour cette édition, il entend mettre l'accent sur la production des cinéastes au détriment des activités festives. Voilà, 22 000 biens inscrits plus tôt en lieu et place de 2000. Autre rencontre, autre lieu, c'est à Bobo du Lasso que le message sur l'allaitement maternel est porté à la population et spécifiquement aux femmes. 65%, c'est le taux que vise l'ONG et Live and Thrive pour un allaitement maternel exclusif d'ici à 2021. Le premier acte pour l'atteinte des objectifs est une campagne de sensibilisation lancée ce 8 septembre. Témoignages et détails dans ce compte-rendu d'Hassan Gourabou et Karim Assissé. Le lait maternel, selon une étude scientifique, est l'aliment idéal pour le bébé. Il contient tous les éléments nutritifs dont le nourrisson a besoin pour sa croissance. C'est le message phare de cette campagne qui vient d'être lancée. Une campagne initiée par l'organisation Live and Thrive. Cette activité vise à réduire le taux de malnutrition chronique chez les bébés. L'objectif de cette campagne, c'est d'arriver en 2021 à 65% de taux d'allaitement exclusif. Et en 2025, il y a le programme du gouvernement et l'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre 80%. Et nous pouvons faire ça avec vraiment l'effort de tout et chacun en éliminant l'eau. À cette occasion, certaines mamans qui pratiquent l'allaitement maternel exclusif ont fait des témoignages. Des témoignages sur le bienfait de cette pratique pour l'enfant, tout comme pour la mère. Et aux
autorités régionales d'inviter la population à s'investir pour la réussite de cette campagne. Nous tous, nous devons être des acteurs de sensibilisation, d'information auprès des populations pour qu'au moins nous puissions adopter cette campagne-là soit une réussite, que nous puissions adopter de meilleurs comportements. Des mamans qui se sont illustrées dans l'allaitement maternel exclusif sont rentrées chez elles les mains chargées de nous. Des mères qui doivent toujours continuer à sensibiliser autour d'elles pour l'adoption de l'allaitement maternel exclusif. Nous revenons à Ouaga avec ce soutien de la première dame à des personnes vulnérables. 5 millions de francs débloqués au travers de la Fondation Kimi et reconvertis en kits alimentaires. La remise est intervenue à l'arrondissement 11, comme nous le relatent Rasmane Zundi et Aimé Solange Guigma. Des kits alimentaires pour 200 ménages vulnérables de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. C'est un geste de l'épouse du chef de l'État Sika Kaboré, soucieuse du bien-être et de l'autonomisation des personnes défavorisées. Elle vient par cette action leur témoigner sa solidarité en cette période de crise sanitaire. Beaucoup de familles dans notre pays, personnes vulnérables qui vivent d'une paye journalière, sont donc vulnérabilisées encore plus en raison des mesures économiques qui ont été prises pour pouvoir riposter contre la Covid-19. Et donc j'ai voulu apporter ma contribution à l'action gouvernementale en organisant cette cérémonie de remise de dons à des femmes, à des familles vulnérables de l'arrondissement 11. Acquis avec l'appui financier de la Fondation Merck, ces kits alimentaires sont composés d'un sac de riz, d'huile, de boîtes de sardines et du savon. Une solidarité bien accueillie par les bénéficiaires. On est content de recevoir ce don. Que Dieu renforce sa capacité pour qu'elle puisse continuer à nous prendre en charge. Que Dieu la bénisse. Nous avons reçu des vivres des autorités du pays. Nous les remercions. Que Dieu les aide à nous aider. Par cette action, Sika Kaboré entend réaffirmer sa détermination et son engagement à travailler davantage pour le bien-être des personnes vulnérables. Au département de la justice, l'accent se met sur le renforcement des capacités des acteurs judiciaires. En collaboration avec le PNUD, une formation est adressée à une 60aine de membres de la commission d'assistance judiciaire et des points des maisons d'arrêt et de correction. La formation débutée ce 9 septembre s'étendra sur 3 jours. Drissa Traoré et Ali Traoré. Ils sont pour la plupart des membres des commissions d'assistance judiciaire et des points focaux des maisons d'arrêt et de correction sur l'assistance judiciaire. Une 60aine, ils sont là à Bobo-Dioulasso pour renforcer leurs capacités sur l'assistance judiciaire. Toute chose qui va permettre une meilleure accessibilité des services judiciaires aux couches les plus démunies. Il y a un certain nombre de textes dont ces membres-là doivent s'imprégner afin de pouvoir faire le travail de sélection de l'examen des requêtes qui leur sont présentées au niveau de la commission d'assistance judiciaire. Pour répondre efficacement aux attentes des populations, ces agents du domaine de la justice ont 3 jours pour se familiariser avec les notions en la matière. Que sera présentée sur l'octroi de l'assistance judiciaire à travers ses conditions, ses effets et comment est-ce que l'assistance est retirée. Il y aura également une communication qui va porter sur le rôle du point focal au niveau de la maison d'arrêt en matière d'assistance judiciaire. Et enfin, définir le lien de collaboration qui peut exister entre le point focal au niveau de la maison d'arrêt et la commission d'assistance judiciaire qui siège au sein du tribunal de grande instance. Cette formation au profit des membres des commissions d'assistance judiciaire et des points focaux des maisons d'arrêt et de correction sur l'assistance judiciaire est rendue possible grâce au soutien du PNUD. Renforcement des capacités également pour les administrateurs des sociétés à capitaux publics.
Objet d'étude, le référentiel ISO 9001-2015 ou le manuel de bonnes pratiques exigées pour rendre une entreprise performante. L'ouverture des travaux avec Drissa Traoré et Karim Sissé. Comment maîtriser les différentes étapes de la démarche nécessaire pour la certification d'une entreprise? C'est l'enjeu de cette formation. Une formation initiée par le ministère en charge du commerce à l'endroit des administrateurs des sociétés à capitaux publics. Pendant 5 jours, les formateurs vont expliquer aux participants les 309 bonnes pratiques exigées par la norme ISO 9001 version 2015. Nous allons passer en revue lors de cette session ces 309 exigences. Nous allons les apprendre comment chaque exigence peut être mise en œuvre du moins dans le contexte des sociétés d'État au Burkina, en nous inspirant aussi de ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région, mais aussi à l'échelle internationale par rapport à la mise en œuvre de cette bonne pratique, sans oublier que même si ce sont des sociétés de droit privé, ce sont des sociétés qui appartiennent à l'État et il y a quand même une nuance à faire quand on veut transposer ces bonnes pratiques qui sont initialement dédiées aux entreprises privées vers des entreprises privées mais à finalité publique. Il y a quand même des nuances à faire là-dessus. Le ministère en charge du commerce accorde une importance capitale à cette formation. Un cadre qui devait permettre aux sociétés à capitaux publics d'être compétitives à l'échelle mondiale. Nous attendons de cette session que tous ceux qui seront formés, les responsables des sociétés à capitaux publics, les administrateurs, aient une bonne maîtrise de la démarche qualité. Cette 21e session de formation des administrateurs des sociétés à capitaux publics sera aussi marquée par une séance de collecte de sang et une sortie touristique dans la région des Hauts-Bassins. Un phénomène assez vieux mais qui pourtant persiste, c'est bien la divagation des animaux. En dépit des campagnes de sensibilisation, la mauvaise habitude à la peau dure est en passe d'être normalisée par certains. Les animaux pourtant sont source d'insalubrité et cause de dommages matériels et d'accidents de la circulation. Une de nos équipes était dans quelques artères de la ville pour un constat de la situation. Voyons cela avec Nambakouda et Isia Kanana. Des usagers peu ordinaires sur la route au quartier Amdalaï. Des bœufs en plein repos ici à Gomé, ce sont des scènes devenues courantes dans la ville de Ouagadougou. Moutons, chèvres, bœufs et usagers de la route se côtoient ici à longueur de journée dans la capitale burkinabé. La divagation des animaux constitue un véritable problème pour nous. Ils gâtent nos marchandises et constituent un danger pour les usagers de la route. La divagation des animaux est un véritable fléau dans la ville de Ouagadougou, une situation source d'insécurité routière et d'insalubrité. Les femmes de notre marché souffrent le martyre à cause de ces animaux. Les accidents sont aussi récurrents. Selon l'article 18 de l'arrêté communal 97, prescrivant l'hygiène et la salubrité dans la ville de Ouagadougou, il est formellement interdit de pratiquer l'élevage de gros bétail dans la zone urbaine. Pour ces citoyens, la ville ne saurait être un lieu d'élevage. Ils appellent donc l'autorité communale à prendre toutes ses responsabilités. Je pense que les animaux ne doivent plus pas se retrouver à Ouagadougou ici. Les animaux, on doit les amener en brousse. Voilà, à partir du moment où Ouagadougou est une capitale, et on trouve des animaux, des moutons, des bœufs se promènent en circulation avec des gens. Je ne pense pas qu'au XXIe siècle aujourd'hui, là, ça doit être possible. Le maire là doit voir ça. En attendant la réaction des autorités compétentes, les citoyens sont obligés de composer avec ce fléau et toutes ces nuisances, notamment les risques d'accident. En sport, le nouveau président de la FBF est officiellement installé dans ses fonctions depuis ce matin. Au siège de la fédération, une cérémonie solennelle a permis le passage du flambeau entre entrants et sortants. Le nouveau président et son équipe promettent travailler dans un esprit de rassemblement avec tous les acteurs de la discipline. Le compte-rendu de l'installation avec Moussa Oudrago et Alain Didier Compaoré. C'est une page qui se tourne à la Fédération burkinabé de football.
Après 8 années passées à la tête de la fêtière, le colonel Sita Sangare passe le témoin à Lazare Bansé, élu président par l'Assemblée générale du 22 août dernier. Pour mener à bien sa mission, un comité exécutif fort de 21 membres est mis en place par le nouveau président. Il a la lourde tâche de faire du Burkina Faso une nation qui compte dans le paysage footballistique africain et mondial. Et pour ce faire, le nouveau président peut s'appuyer sur les acquis de son prédécesseur. Durant le mandat qui s'achève particulièrement, j'avais choisi d'investir dans un certain nombre de domaines pour professionnaliser notre football. La relève occupait une excellente place dans cette architecture. Ce mandat tenu autour d'un programme bâti sur 11 axes a été transformé en un plan qui a guidé les actions du comité exécutif. Le président Bansé, qui se veut rassembleur, dit mesurer la grandeur de la casquette. Je mesure les tâches qui nous attendent et je pense qu'ensemble, avec tous les acteurs de notre football, nous appelons au rassemblement à l'union pour que nous construisions notre football ensemble. C'est les clubs qui font notre football, donc il faudra aussi que nous puissions regarder de ce côté-là, apporter toujours le soutien qu'il faut de la fédération au club pour qu'enfin nous puissions aussi avoir des clubs qui se réalisent au niveau africain. Une étendue qui a eu un écho favorable du côté de certains candidats recalés. Il m'a expliqué qu'il avait besoin de mon soutien, donc je travaillerai à mettre mon expérience, mon carnet d'adresse et mon savoir-faire au profit du football burkinabé. Si Bertrand Kaboré a rejoint le nouveau comité exécutif, le colonel Yacouba Ouedraogo est lui juste venu sur invitation de son ami, le nouveau président Lazare Bansé. Parce que personnellement, pour soutenir Lazare Bansé qui m'a invité. En attendant la mise en place des différentes commissions, le nouveau président appelle à l'union et au rassemblement pour le développement du football burkinabé. Et c'est dans cet esprit de fair play que nous refermons l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant. Bonsoir.